Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI. C'est parti pour le grand dossier, pour tout comprendre pendant un peu plus d'une heure sur ce moment charnière que l'on est en train de vivre entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis vont-ils être contraints à mener une opération terrestre en Iran? Est-ce l'ultime recours? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui et pour cause. Pour la 7e nuit consécutive, les États-Unis ont frappé l'Iran la nuit dernière, 140 cibles. Mais pour quel résultat? L'Iran qui de son côté rend coup pour coup et qui ne lâche rien. Face à l'impasse, les Américains auront-ils une autre solution que d'engager des hommes sur le sol? Et pour mener une opération terrestre, vont-ils s'appuyer sur la colère, voire la rage du peuple iranien? Nous allons vous raconter ce soir dans le grand dossier comment un sondage ultra secret réalisé par le régime iranien dévoile la colère des Iraniens, à quel point les Iraniens ne soutiennent pas leur régime. C'est le grand dossier, soyez les bienvenus. On est ensemble pendant un peu plus d'une heure pour vous expliquer tous les enjeux de la situation actuelle. Avec donc cette question clé, les Américains vont-ils mener une opération terrestre sur le sol iranien? En tout cas, l'Iran s'y prépare. L'Iran se prépare pleinement à la guerre totale. C'est ce que disent les officiels iraniens. Si les États-Unis poursuivent leurs attaques au cours des 2 ou 3 prochains jours, les forces armées de la République islamique d'Iran iront au-delà de la dissuasion et des ripostes symétriques pour entrer dans une phase d'agression totale et d'anéantissement. Les bases et les soldats américains situés au-delà des frontières politiques seront alors la cible de poursuites et d'attaques directes. La guerre totale inclura-t-elle un débarquement américain sur le sol iranien, une opération terrestre? Eh bien, vous allez voir que plusieurs indices nous permettent ce soir de se poser la question et d'avoir quelques éléments de réponse. On va décrypter tout ça avec nos invités. Rina Bassis, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste franco-israélienne, correspondante d'Al-Monitor. Merci d'être avec nous. Général Gilles Abray, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ancien général inspecteur de l'armée de terre, enseignant à l'Institut catholique de Paris. Claire Cambier, journaliste internationale à LCI, est avec nous. Bonjour Claire. Et Vincent Cruz a fait le plaisir de nous accompagner. Bonjour. Rebonjour Vincent, expert en renseignement, écrivain, auteur du jour où je suis devenu espion aux éditions de l'Observatoire. Cette question d'une intervention américaine sur le sol iranien, elle se pose parce qu'on en est au 7e jour de frappes consécutives américaines, des frappes de plus en plus fortes, mais pour quel résultat? On va se poser la question, mais pour vous donner une petite idée de ce qui s'est passé cette nuit, regardez et écoutez. « 140 cibles visées, Claire, disent les Américains, des cibles militaires, mais aussi des cibles logistiques, des cibles stratégiques. » Oui, alors ce qu'on voit tout de même, c'est que les Américains se concentrent encore et toujours sur le détroit d'Ormuz avec différentes cibles tout le long des côtes et notamment des sites de lancement de missiles, des villes portuaires. Il y a également en fait des routes qui ont été visées et on sent un petit peu que l'objectif des Américains, c'est vraiment d'isoler les côtes et notamment tout ce qui se trouve autour de Bandar Abbas. Oui. Pour empêcher toute la circulation en fait de moyens de l'intérieur. Vous avez raison, Bandar Abbas, c'est l'illustration de la stratégie américaine, l'illustration parfaite. Alors on va s'y arrêter un instant, on va voir ça avec Marion Russell qui va nous rejoindre. Marion, Bandar Abbas, c'est effectivement le site ciblé par les États-Unis et peut-être avec des attaques d'infrastructures qui faciliteraient un débarquement américain, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Oui, en tout cas, c'est une question qui est posée parce que le port de Bandar Abbas, son emplacement est particulièrement stratégique et pourrait être un des lieux ciblés par les Américains pour un éventuel débarquement terrestre. Pour l'instant, ce sont des bombardements qui ont eu lieu sur cette localité. On le voit, cette ville de Bandar Abbas, elle est située en plein cœur du détroit d'Ormuz, dans ce renflement où passent normalement les bateaux et donc particulièrement stratégique. On parle d'une ville de 500 000 habitants, une ville importante donc qui est aussi une porte d'entrée pour le commerce iranien. Près de la moitié de tout le commerce iranien
transitent par ce port de Bandar Abbas. On parle des machines industrielles, des matériaux de construction, des fournitures agricoles, des biens de consommation. Évidemment, c'est un endroit particulièrement important pour l'économie iranienne. Mais aussi, il faut noter que la ville abrite la principale base navale des gardiens de la Révolution, qui avait été visée en début de semaine par un drone naval américain. Ce sont ces images qui ont été communiquées par les Américains, qui ont été déclassifiées. C'est donc aussi un maillon essentiel pour l'Iran pour maintenir la capacité du régime à contrôler le détroit d'Ormuz. Bref, toute l'économie iranienne quasiment repose en grande partie sur cette ville, mais aussi une partie de la stratégie militaire des gardiens de la Révolution. Alors comment les Américains s'y prennent-ils pour tenter de couper cette ville portuaire du reste de l'Iran ? Eh bien, ils s'attaquent aux infrastructures qui relient cette ville de Bandar Abbas au reste du pays. On parle par exemple des ponts avec les infrastructures stratégiques. Ici, sur ces images, c'est sur une route qui mène à Bandar Abbas avec ce pont éventré par des bombardements américains. Il y a eu plusieurs autres cibles qui ont été ciblées par les Américains. Ces ponts, alors sur cette route, il y en a eu au moins 2, c'est vers Bandar Kamir. Il y a aussi eu au moins 2 ponts ciblés vers Kaourestan et puis un autre vers Latidan. Et il y a aussi, près d'un village qui s'appelle Marou, c'est un autre type d'infrastructure, c'est un chemin de fer qui a été ciblé, entraînant l'évacuation de certains passagers. Ce qu'on voit sur cette carte, eh bien qu'en fait, on crée un arc. Les Américains tentent de créer un arc pour isoler cette ville de Bandar Abbas, mais aussi toute cette région particulièrement stratégique de ce détroit d'Ormuz pour essayer d'en faire une zone complètement étouffée, complètement coupée du reste de l'Iran, dont le territoire est bien plus vaste autour. Et on voit très bien l'arc qui est en train de se dessiner. Merci beaucoup Marion Russell pour toutes ces explications extrêmement précises. On a besoin des lumières d'un général, d'un militaire. Quand on s'en prend à des infrastructures, à des ponts, qu'on essaye comme ça d'isoler des zones, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle est la stratégie militaire qu'il y a derrière ? En fait, la stratégie, vous le voyez bien, elle est très progressive. Au départ, lorsque les frappes ont repris, il s'agissait de détruire les objets qui menaçaient directement la flotte qui transite par Ormuz. Et puis, progressivement, une fois qu'on détruit les capacités de destruction, les postes de commandement, les radars, mais qu'on sait très bien que les Iraniens remettent ces infrastructures en état et ravitaillent régulièrement, eh bien, on conserve toujours ces cibles, mais on va un petit peu plus en profondeur pour que ces cibles, une fois qu'elles ont été traitées, elles ne soient plus ravitaillées. Et donc se définit, comme l'a dit notre ami tout de suite, un véritable arc dans lequel ou au sein duquel les Américains souhaitent contrôler l'ensemble des flux. On imagine, Vincent, que toutes ces frappes, elles sont très étudiées, que le renseignement fonctionne à plein, renseignement israélien, renseignement américain, pour savoir très précisément les endroits où il faut frapper, pour isoler et peut-être préparer cette fameuse opération terrestre. Oui, Philippe, notamment à travers le renseignement géospatial. Vous savez que les États-Unis ont 120 satellites espions, notamment donc des satellites géostationnaires qui permettent H24 en fait de traiter une zone. C'est une chose. Alors, maintenant, ce qui est très nouveau au Pentagone, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour déterminer, identifier les cibles et surtout les prioriser. Et quand vous avez une banque de cibles extrêmement vaste, 2000, 3000, 4000 cibles sur Iran, bien vous avez besoin de les prioriser. Et l'intelligence artificielle vient au secours en fait du Pentagone, du CENTCOM, pour cibler les cibles immédiates à toucher. Donc là, on fait un panachage entre cibles militaires et cibles duales civilo-militaires. C'est en l'occurrence les ponts, les chemins de fer, etc. Et c'est l'intelligence artificielle qui traite tout ça. Rina Bassiste, les Israéliens ont-ils déjà des scénarios d'intervention terrestre ? Ils ont des scénarios pour riposter. Et après, la riposte, elle peut être très différente. Et je crois que depuis le 28 février, en fait, la question se pose. En tout cas, moi, mes sources ont toujours insisté qu'il n'y aura pas de soldats israéliens sur le terrain. Et pour l'instant, l'opération, c'est quand même une opération américano-américaine, si vous voulez. Et plus que ça, l'administration Trump a fait comprendre très, très clairement au gouvernement israélien, pour l'instant, on ne veut pas votre intervention. Vous n'êtes pas appelés à jouer avec nous dans cette campagne. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a des scénarios. Après, c'est très compliqué, en fait, de façon opérationnelle, d'avoir des troupes israéliennes et des troupes américaines qui travaillent ensemble. Et les Israéliens, par exemple, ils font pas partie de l'OTAN. Et donc, c'est pas comme si ils font très, très régulièrement
des exercices militaires ensemble. Il y a pas mal des exercices au fil des années, il y a même des échéances, mais ça c'est plutôt des exercices des armées de l'air, par exemple, qui se font avec les Américains, avec beaucoup avec les Grecs, avec les Chypriotes, avec les Italiens, mais avoir vraiment des unités d'élite israéliennes qui travaillent avec les unités d'élite américaines. Je suis pas un expert de ce genre de choses, mais en tout cas, mes sources me disent que c'est pas du tout évident. Ce qui est intéressant, parce que vous parliez des opérations aériennes, est-ce que, général, il faut des opérations aériennes avant une intervention terrestre? Est-ce qu'il faut préparer le terrain pour permettre un débarquement? C'est indispensable. Tout simplement parce que lorsque vous débarquez, et là l'histoire nous a donné quand même quelques exemples flagrants, vous devez préparer ce terrain, c'est-à-dire supprimer toutes les capacités de riposte ennemies, le mieux qu'on le peut. Alors comment on peut le faire? Soit on peut le faire à partir des feux d'une marine puissante, on voit très bien que ici c'est un petit peu compliqué, et puis le faire par des moyens aériens, missiles, drones, qui permettent de détruire toutes les capacités pouvant empêcher ce même débarquement sur les plages ou dans les ports, selon ce qui a été choisi par le haut commandement américain. Alors pour mener ces frappes, il y a aussi là peut-être un indice qui nous éclaire, ce sont ces fameux ravitailleurs américains qui viennent en renfort. Regardez ces images de ces avions américains qui sont en train d'arriver en renfort, de se positionner en Israël en l'occurrence. On va retrouver Bethsabée Salem, la correspondante de LCI en Israël. Bethsabée, ces ravitailleurs qui viennent, clairement, ils ont un objectif et on peut imaginer qu'ils viendront développer, renforcer la stratégie américaine assez rapidement. Oui, bien sûr, on parle de plusieurs dizaines de ravitailleurs américains qui doivent arriver en Israël dans les prochains jours. Certains sont en route, effectivement, et ces ravitailleurs viennent s'ajouter à la soixantaine qui se trouvent déjà en Israël, la moitié environ dans une base militaire qui s'appelle Ramon, qui est au sud du pays, en plein dans le désert du sud d'Israël, et puis l'autre moitié dans l'aéroport de Ben Gurion, ce qui inquiète d'ailleurs dans une certaine mesure les Israéliens, puisque nous sommes en pleine période de voyage, et normalement l'aéroport ne peut supporter entre guillemets qu'une vingtaine de ces ravitailleurs sans que ça bloque le trafic aérien et bien sûr les mouvements au sol des avions. Alors pourquoi Israël est privilégié par les États-Unis? Eh bien, c'est près de l'Iran sans être trop près, et puis bien sûr il y a cette défense aérienne qui est très efficace, et pour l'instant n'attaque même pas le territoire israélien, mais ça pourrait changer. Téhéran pourrait tout à fait prétexter que désormais le pays héberge des forces américaines qui sont utilisées par les États-Unis pour aller frapper le régime iranien. Bethsabée Salem, Claire, quelle importance faut-il accorder à l'arrivée de ces ravitailleurs américains? Mais forcément, ça montre une intensification du conflit, et on l'a vu d'ailleurs avec les frappes qui se multiplient aussi ces derniers jours. On le rappelle, c'est la 7e nuit consécutive de frappes américaines, avec à chaque fois, on en parlera j'imagine, mais des répliques iraniennes sur l'ensemble des pays du Golfe, qui se retiennent bien d'ailleurs d'attaquer Israël, qui ne veulent pas eux non plus qu'Israël entre dans la danse. Mais on voit en tout cas qu'il y a une montée en pression qui est assez certaine. Si on en revient en fait à une possible invasion du territoire iranien, on pourra aussi relever cette phrase de Donald Trump ces derniers jours qui insinuait si débarquement il y avait, ce ne serait pas par des troupes américaines. Vous indiquiez qu'il n'y aurait pas de troupes israéliennes en territoire iranien. Pour le moment, Donald Trump ne prépare pas son opinion publique à cela non plus. Sauf que la grande question, pardon Vincent, je vous donne la parole, c'est que comme on parle de Donald Trump, on a du mal à savoir exactement ce qu'il nous dit. Comme toujours, on a toujours du mal un peu à décrypter le Donald Trump. Écoutez ce qu'il disait il y a quelques jours d'ailleurs sur la guerre en Iran. Nous sommes en train de gagner largement la guerre en Iran et vous verrez très bientôt le fruit de ce travail. Les États-Unis sont de retour et se portent vraiment bien. Vincent ou Rina Bassis, j'ai une question un peu naïve, mais quand on dit on est en train de gagner la guerre, est-ce qu'on a besoin d'envoyer des ravitailleurs en plus? Est-ce qu'on a besoin de frapper chaque jour un petit peu plus? C'est pas un signe de victoire. C'est peut-être pas un signe de victoire, surtout le fait est qu'il a dit ça plusieurs fois déjà, au cours de ces derniers mois. Donc c'est pas du tout la première fois que le président américain dit on est en train de gagner, et même on a déjà gagné et c'est déjà fait. Et donc là, il y a un gros point d'interrogation. Et maintenant aussi, cette question des avions de ravitaillement est même
plus au cœur du sujet parce que ça fait en fait maintenant, disons, un mois où il y a une sorte de bataille pas très amicale en fait entre les ministres des Transports en Israël et le ministre de la Défense ou le secrétariat de la guerre américain sur cette question des avions qui sont garés dans l'aéroport de Ben Gurion. On parle de quelques dizaines et le ministre des Transports israélien dit mais c'est pas possible, il faudra qu'on annule plusieurs dizaines de vols par jour si ça continue comme ça. Donc il y avait un accord justement il y a une semaine, il y avait déjà des avions américains qui étaient en train de partir et là ils sont en train de revenir. Ça, c'est une chose. La deuxième chose est que, on a vu aussi, il y a plus ou moins 10 jours, il y avait aussi des avions, pas de ravitaillement, mais des F-22. Donc ça, c'est des avions de chasse américains qui étaient garés aussi, pas dans cette base qui était mentionnée, Ramon, mais dans une autre base d'avions israéliens dans le sud des pays. Ces avions sont partis. La question est-ce que ces avions aussi vont retourner et là on aura un signe peut-être même plus fort que les Américains ils sont en train d'élargir leur campagne militaire. C'est intéressant tous ces indices, Vincent. Oui, pour compléter les propos de Rina, en fait je crois que le gouvernement israélien a limité à 20 le nombre de KC-135 stratotankers stationnés à Ben Gurion. Pas plus de 20. Donc, et les Américains font pression justement pour augmenter la voilure. Ça pose un autre problème aussi à l'aéroport Ben Gurion, c'est qu'on est quand même en période de vacances avec énormément de trafic aérien civil, et donc effectivement ça obère, ça entrave quelque part le trafic aérien de Ben Gurion et ça pose de très gros problèmes à l'aviation civile israélienne. On voit que les compagnies aériennes dans la région sont en train de revenir en arrière sur certains voyages qu'elles avaient réautorisés. Exactement, et a priori ce qui a été donc du coup conclu, c'est de positionner ces ravitailleurs sur des bases militaires israéliennes et non plus à l'aéroport pour essayer de libérer un petit peu le trafic commercial. Alors tous ces indices, évidemment, nous amènent toujours à cette même question. Est-ce que tout cela prépare une intervention terrestre ? Alors, c'est pas la première fois qu'on l'évoque, mais on voit bien que les choses sont en train, là, de monter en puissance. À quoi pourrait ressembler une opération terrestre ? Général, c'est à vous, on a besoin de vos lumières, encore une fois. Venez avec moi, on va aller regarder ça. D'abord, première possibilité d'un débarquement, ce serait un débarquement par les côtes. Alors, premier point concernant ces débarquements, il s'agit bien de saisir une partie du territoire iranien et pas d'envahir l'Iran. Ça, c'est un point, je pense, qu'il faut préciser à nos téléspectateurs. Et là, on a 3 options. On a la première option qui est celle qui s'articule autour de Bandar Abbas et de l'île de Kej, qui est pleinement dans l'actualité. L'idée serait de pouvoir étendre cette zone que l'on voit très bombardée actuellement en allant directement sur le terrain, en détruisant des infrastructures, des points de ravitaillement, mais directement sur le terrain, parce qu'on voit la flotte Moustique, un certain nombre de moyens, même s'ils sont frappés régulièrement, ils ne sont pas tout à fait détruits. Lorsqu'on va au sol, on peut nettoyer. Si ce n'est que l'île de Kej, pour donner encore une fois une petite idée vous en rapprocher, l'île de Kej, c'est 135 km de long. Donc ce n'est pas une petite opération. Quant à la bande de Bandar Abbas, pour effectuer un débarquement de nature à contrôler l'ensemble, on est quand même de l'ordre de 100 à 150 000 hommes qui doivent être débarqués, pas uniquement des combattants sur le terrain, mais aussi de la logistique, des moyens solaires, parce que vous êtes directement en contact avec les Iraniens. Donc opération extrêmement risquée. Hypothèse donc d'un débarquement par les côtes. Autre hypothèse, c'est essayer de s'en prendre à ces îles. C'est la presse américaine qui raconte ça. Ces îles qui sont à mi-chemin entre l'Iran et les Émirats et qui pourraient être pour les États-Unis, une prise stratégique ? Alors, peut-être moins une prise stratégique qu'une prise tactique. Alors, pour bien faire la différence entre les deux, ça ne changera pas fondamentalement les opérations dans la zone. Si ce n'est que ces petites îles comptent à l'intérieur un certain nombre de structures de moyens de renseignement. C'est un point d'appui pour les Iraniens qui leur permet d'avoir un œil sur tout ce qui circule au sud de leur côte. Donc, prendre ces îles, c'est l'occasion de les nettoyer, d'enlever toutes les structures de renseignement, éventuellement les petits bateaux, et puis d'aveugler en partie les Iraniens. Là, je plaiderais pour une opération
beaucoup plus courte, beaucoup plus limitée, sans doute avec des forces spéciales. Donc peut-être plus réaliste. Troisième option, c'est la fameuse île de Karg. On en a beaucoup parlé, au nord du golfe Persique. Pourquoi c'est une option qui est aussi pour les Américains, du point de vue des Américains, intéressante? Alors, c'est une île intéressante parce qu'on a vu beaucoup de vues aériennes de l'île de Karg. C'est une île qui, sur 24 km², donc on n'est plus du tout sur les tailles géographiques des autres emprises, on est au cœur des capacités de stockage et de raffinerie des Iraniens. Toute leur production, une grande partie de leur production, transite par Karg et ensuite sort du détroit. Donc, intervenir sur Karg, c'est envoyer un message à la fois opérationnel. On a saisi une partie du territoire iranien, on a saisi une partie de vos capacités économiques de production de pétrole, mais c'est aussi un message presque politique en disant si on débarque sur place, eh bien nous contrôlons cela et les Iraniens seront bien évidemment beaucoup plus gênés pour bombarder ces infrastructures aux côtés desquelles eh bien, seront situées des capacités américaines. Extrêmement clair, extrêmement précieux. Merci beaucoup, Général. Revenez avec nous. C'est intéressant parce que ça nous dit plein de choses, Vincent. Ça nous dit qu'une intervention terrestre, ce n'est pas une invasion de l'Iran, vous avez raison de le préciser, mais que ça a plein de symboles. Ça a un symbole de puissance. On est capable de taper fort du poing sur la table et d'envahir même une petite île. On est capable de cette intervention-là. Ça peut être tactique, ça peut être stratégique et ça peut être politique. Oui, alors le problème, c'est quand on intervient sur une île et quand on envahit une île ou quand on débarque ou quand on mène une opération de force spéciale sur une île, il faut aussi assurer le soutien opérationnel derrière, ensuite pour tenir la position, pour tenir cette île. Alors c'est plus facile sur les îles qui sont voisines du détroit d'Ormuz, Abu Moussa, Petite et Grande Tombe. Ceci dit en passant, ça devrait être les Émiratis qui devraient s'en charger puisqu'ils revendiquent une partie de ces îles eux-mêmes. Concernant l'île de Karg, c'est beaucoup plus difficile. C'est à 30 km du rivage, donc du littoral iranien, donc à portée immédiate des drones et même de l'artillerie iranienne. Et c'est pas la peine de l'envahir de toute manière pour l'annihiler et pour entraver l'exportation de pétrole. Il y a 3 jetées qui sont parfaitement identifiées, qu'il suffit de détruire et qui empêcheraient effectivement aux pétroliers de venir charger le pétrole à cet endroit-là. Maintenant, il y a un double problème. Il y a le problème de la doctrine d'engagement américaine, qui est de ne pas consommer d'hommes sur le terrain, pour des raisons politiques. On a vu le risque traumatisme majeur, des pertes humaines pour les Américains. On a vu le traumatisme qui a été causé par le risque de perdre des 2 pilotes les 3 et 4 avril dernier. Et puis ensuite, il y a un problème de capacitaire. Parce qu'ils ont 2 fois 2000 Marines sur les 2 groupes amphibies USS Boxer et Tripoli. Ça fait 4000 hommes, c'est pas énorme. On sait qu'il y a des détachements de forces spéciales et à Erbil, au Koweït et à Bahreïn, notamment avec la 5e flotte. Néanmoins, c'est pas énormément de monde. Et on sait que dans l'armée américaine, et ça j'en parle sous le contrôle du général, le ratio est de 1 à 10 entre un combattant pour 10 hommes en soutien. Et ça, ils l'ont pas dans le Golfe actuellement. Sauf que, Claire, si Donald Trump veut mettre un terme rapidement à cette guerre, on a quand même compris que ça fait un moment, vous le répétiez d'ailleurs, qui dit on arrête, c'est fini, c'est terminé. On voit bien que ça ne se termine pas. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas une opération terrestre limitée, sur une île, sur 2, ponctuelle, mais qui marque un coup d'arrêt? Et ça pourrait être effectivement une solution. On voit que pour le moment, les négociations n'avancent pas. On a même les gardiens de la Révolution qui ont annoncé aujourd'hui que le protocole d'accord était caduc. Oui. Est-ce que cette montée en puissance et ces frappes ciblées potentiellement une invasion, des incursions limitées pourraient changer la donne? Potentiellement, mais en règle générale, tout ça prendrait du temps, en fait. Si on veut vraiment mettre une pression sur les Iraniens, avoir un impact sur leur économie et faire bouger les lignes, ça prendra du temps. Et c'est la problématique pour Donald Trump, qui, lui, n'en a pas et qui voit, en fait, les élections de mi-mandat arriver très vite et se retrouver en position un petit peu de faiblesse s'il est toujours en guerre à ce moment-là, en novembre. Cette option d'une incursion sur le sol iranien, elle est prise très au sérieux par les Iraniens, peut-être plus encore qu'il y a quelque temps. Écoutez ce qu'en disent les officiels iraniens qu'on va écouter dans un instant. Aujourd'hui, ils l'envisagent réellement? Ils se préparent à cela, les Iraniens? Et j'imagine que oui, parce que je crois que Claire a touché vraiment parfaitement à ce point très sensible. Les Américains, ça fait maintenant cette nuit qu'ils frappent, et chaque fois, en tout cas, ce qu'ils expliquent, c'est que les frappes sont de plus en plus importantes. Mais il y a un moment où, justement, passer au niveau supérieur, même s'ils veulent pas,
peut-être ils n'ont pas d'autres options. Comment ils vont montrer au monde et aux Iraniens, justement, que l'opération militaire s'élargit? Donc, une option, c'est par exemple appeler les Israéliens, les joindre. Donc, ça, c'est une option pour monter en puissance. Ils sont pas très chauds pour l'instant. Une autre option, c'est effectivement d'avoir une certaine opération de ces gens. Donc, j'imagine que, bien sûr, les Iraniens, ils doivent les prendre sérieusement, surtout parce qu'il y a tellement des déclarations sur la symétrie des choses. Les Américains frappent un pont, nous on va frapper aussi un pont justement à Bahreïn. Les Américains vont frapper une base militaire chez nous, on va frapper leur base militaire au Koweït. Mais là c'est plus compliqué parce que s'il y a une incursion américaine, une opération sur sol, qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, on peut pas aller aux États-Unis, ça c'est clair. Probablement, on va pas aller ni au Koweït, ni à Oman, ni à Bahreïn. Et donc, on peut s'imaginer qu'il y a aussi ces points chez les Américains. Est-ce qu'on peut pousser les Iraniens, justement, à une situation où ils ne peuvent pas répliquer de la même façon? Qu'en disent les Iraniens? On écoute les officiels. Si les États-Unis poursuivent leurs attaques au cours des 2 ou 3 prochains jours, les forces armées de la République islamique d'Iran iront au-delà de la dissuasion et des ripostes symétriques pour entrer dans une phase d'agression totale et d'anéantissement. Les bases et les soldats américains situés au-delà des frontières politiques seront alors la cible de poursuites et d'attaques directes. À mot couvert, ça veut dire qu'il y aura une réplique très puissante des Iraniens qui s'en prendront directement aux soldats américains sur leur sol. Oui, alors on a l'habitude de ce genre de propos. On est dans un narratif bien connu. Je note quand même que sur les bases américaines du Golfe, les Américains ont replié un certain nombre de capacités bien plus loin pour les rendre moins fragiles, ce qui explique notamment pourquoi les capacités de ravitailleurs sont en train de se déployer massivement autour de l'aéroport Ben Gourion. Je voudrais quand même revenir sur quelques points. C'est une évidence, mais bien évidemment, avant toute offensive terrestre, se pose la question de l'acceptation par l'opinion publique américaine des pertes. C'est une évidence. Et puis, ça peut produire un deuxième effet, c'est celui aussi de souder la société iranienne qui est très fracturée aujourd'hui. On sent que les frappes telles qu'elles sont conduites, eh bien, sans doute touchent leur objectif, parce que on voit également que les Iraniens, qui avaient évité un certain nombre de frappes sur les États du Golfe autour des secteurs énergétiques, production d'eau, etc., eh bien maintenant attaquent ces cibles, c'est-à-dire que leurs objectifs maintenant semblent évoluer. Est-ce que c'est le signe qu'ils ont le sentiment de perdre la main? Ça serait intéressant à décrypter. À 17h13, vous êtes formidable parce que vous venez de faire le teasing de ce qui va suivre dans le grand dossier, parce qu'effectivement, mais vous avez raison, ce sont les très bonnes questions, on va essayer de se les poser, c'est de savoir comment l'Iran peut répliquer, et on a quelques idées ces dernières heures, on va vous expliquer tout ça, et comment pourrait réagir l'opinion iranienne. On va vous dévoiler dans le grand dossier un sondage qui a été commandé, par les autorités iraniennes. Et ça a créé le choc parce qu'on s'est rendu compte justement que la population iranienne ne soutenait pas tant que ça son régime. On s'en doutait, mais là, il y a des chiffres qui ont peut-être choqué les autorités iraniennes. Avant cela, juste une dernière question sur l'option d'une opération terrestre. Est-ce qu'elle pourrait rentrer dans un cadre beaucoup plus large, d'une opération beaucoup plus massive, avec ce qu'on entend ces dernières heures sur une attaque de la fameuse montagne de la Pioche? Alors, on va regarder cette petite carte qui va nous montrer où se situe cette fameuse montagne de la Pioche. Elle est à 1600 mètres d'altitude. Claire, peut-être d'abord un point de pédagogie. La montagne de la Pioche, rappelez-nous tous les fantasmes ou la réalité, mais il y a beaucoup de secrets ou de mystères autour de cette montagne de la Pioche. Oui, donc c'est une montagne, vous voyez, qui est à quelques kilomètres seulement de Natanz. Alors, ça a été construit en 2020 ou 2022 selon les sources. Et pourquoi on en parle encore aujourd'hui, c'est que Fordo, Natanz, Ispahan ont été frappés, sont aujourd'hui difficiles d'accès, et c'est là notamment où on suppose qu'il y a du nucléaire enrichi. Là, à la montagne de la Pioche, on a vu début juin, sur des images satellites, du mouvement, des camions qui se déplaçaient, etc., des constructions en fait qui étaient encore. C'est ça. Est-ce qu'on y a transféré l'uranium enrichi? Alors,
C'est une possibilité. On peut aussi estimer qu'ils finissent simplement les travaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mont de la Pioche, c'est vraiment des tunnels enfouis qui sont au moins à 100 mètres de profondeur. Et donc, il est impossible pour les Américains, avec n'importe quelle bombe à leur disposition, de réussir à détruire. Non, il y a quelqu'un qui vous contredit, c'est Donald Trump. Écoutons Donald Trump, je vous donne la parole. On a pas les possibilités quand même. Donald Trump sur les moyens d'attaquer le mont de la Pioche. Alors on va pas l'entendre, on va le lire. Il l'a déclaré, mais on va l'avoir dans un instant. Donald Trump qui nous dit « Nos bombes perforantes peuvent atteindre la montagne de la Pioche ». Il y croit, Donald Trump? Oui, mais en fait, si vraiment les estimations sont bonnes et qu'on est à 100 mètres de profondeur, c'est encore plus profond que Fordo, et donc ils n'ont pas de missiles qui pourraient en fait atteindre ces profondeurs-là en réalité. Oui, le site est durci naturellement par la qualité du granit en plus, et on l'a vu pour les bombardements de Midnight Hammer, donc l'année dernière, où effectivement les GBU 57 n'avaient pas été aussi efficaces que ça. Maintenant, alors là, c'est typiquement le type de site où il peut y avoir une intervention de force spéciale, mais ce sera certainement dévolu aux Israéliens. D'ailleurs, Donald Trump l'a dit dans une petite phrase cette semaine, il a dit « D'ailleurs, nous n'y irons pas nous-mêmes, ou du moins d'autres le feront pour nous ». Donc c'est certainement les Israéliens qui en plus sont spécialistes dans le combat en milieu confiné, dans la guerre des souterrains. On pense qu'il y a des centaines de kilomètres de souterrains entre Natanz et la montagne de la Pioche, qui sont connexes d'ailleurs. Donc ça pourrait faire l'objet effectivement d'une attaque de force spéciale Sayeret Matkal, donc de Tsahal, c'est tout à fait possible. Est-ce que, à propos de Donald Trump, on peut les entendre de multiples façons. On peut estimer que ce soit les Israéliens qui viendraient en renfort. On peut estimer aussi qu'ils voudraient s'appuyer sur des groupes rebelles comme les Kurdes, par exemple, les Balouches. Oui. Enfin, il y a de multiples possibilités sur qui pourrait intervenir dans le pays. Et il y a visiblement autour de Donald Trump des gens qui aimeraient bien que le boulot soit fait par les Américains. Dan Scavino, vous le connaissez, conseiller politique de Donald Trump, qui a retweeté sur les réseaux sociaux ce qu'il avait tweeté il y a quelques mois. Vous allez le voir, c'est ces fameux B-2 qui survolent et qui, eux, ont ces fameuses bombes perforantes. Alors avec la musique qui va bien, c'est Dan Scavino, c'est les États-Unis, évidemment. C'est une démonstration de force, mais il le tweete pas pour rien. Il le tweete bien parce qu'il est en train de dire on pourrait très très bien revenir avec nos appareils et s'en prendre à cette fameuse montagne de la Pioche. Tout cela après la déclaration de Donald Trump qui dit non, nos bombes elles perforeront la montagne de la Pioche sans difficulté. Je vous vois hocher de la tête, ce général. Il écoute Pavarotti. Ah, c'est Pavarotti qui vous inspire. C'est magnifique. Bon, au demeurant, oui. Il y a aucune bombe au-delà d'un armement de type arme nucléaire qui est capable de percer et d'atteindre le site dans son cœur. Le GBU 57, qui est le plus gros objet dont il dispose, ne permet pas de perforer au-delà du granit comme ça, au-delà de 50 mètres. Donc, c'est hors de portée. Donc, c'est un coup de bluff de Donald Trump. L'arme ne peut pas faire ça. Le GBU 57 ne peut pas atteindre la montagne de la Pioche pour vous. Comme avec M. Trump, tout est toujours un peu dans l'ambiguïté. Je pense que si on veut neutraliser ce site, eh bien, on peut bombarder tous les accès, les sorties, les couloirs d'aération, etc. Et je pense qu'on neutralisera beaucoup plus sûrement le site qu'en essayant de le perforer, ce qui est hors de portée, et personne n'imagine l'emploi d'un armement nucléaire, même limité, pour atteindre ces barils d'uranium dont on n'est même pas sûr qu'ils soient tous là, parce que je pense que les Iraniens, de manière normale, ont dû disperser l'ensemble de ces barils. Voilà. Mais je pense qu'en menant un bombardement sur l'ensemble des parties de l'accès, on neutralise tout aussi bien ce site. Oui, non, mais je suis tout à fait sûr, tout à fait d'accord avec le général. Bien sûr, la stratégie absolument claire pour tout le monde, même pour quelqu'un qui n'est pas militaire, c'est qu'il est beaucoup plus facile de tout simplement détruire les accès et voilà, les sites deviennent inutilisables. Le seul problème est, et ça c'est le même problème, je pense qu'il y a encore toujours avec les autres sites qui étaient bombardés, soit en juin 2005 et soit depuis février 28, qu'après, pour les Américains, les Israéliens, tous les services de renseignement occidental, comment on vérifie qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment on peut savoir est-ce que vraiment les matières nucléaires est dedans?
puisque personne n'a accès dans les sites, même pas les Iraniens. Donc ça, c'est un problème qu'on trimballe déjà depuis juin 2025, à ne pas savoir exactement quelle est la situation. On risque d'avoir les mêmes problèmes si vraiment le président américain se lance dans ce genre de manœuvre. Une question aux fins tacticiens que vous êtes. Est-ce qu'il y aurait une logique militaire, avec toujours cette idée de mettre un terme à cette guerre pour Donald Trump, de dire à la fois on frappe un grand coup, alors peut-être pas sûr, mais autour de la montagne de la Pioche avec nos GBU-57, en même temps une incursion terrestre ciblée, c'est-à-dire qu'en gros on frappe de façon coordonnée un grand coup, vaste opération, massive, et là on éteint totalement la riposte iranienne. Alors on n'éteindra pas la riposte, je suis désolé, la riposte iranienne. Pourquoi ? On y arrive, je vous assure. Mais est-ce que sur la coordination d'une opération globale, ça a un sens, militairement parlant ? Question de néophyte. Militairement parlant, c'est tout à fait plausible. Et on va faire un bon militaire. Exactement. Ou presque. Mais quand même, pour rajouter quelque chose, je suis vraiment désolé, il faudrait rajouter une troisième étape qui a déjà été utilisée au début des précédentes frappes, c'est qu'il faudrait frapper les autorités, les gardiens de la Révolution, notamment la partie, celle qui a vraiment pris la main et qui est la plus excessive, c'est-à-dire que si vous ne décapitez pas le système de prise de décision politico-militaire des gardiens de la Révolution, votre action militaire, que ce soit sur la montagne ou autour de Bandar Abbas, eh bien, va être l'objet d'une réplique coordonnée, organisée militaire. Alors que si vous rajoutez aussi cette décapitation du système de prise de décision, là, vous avez un effet global. Claire, est-ce qu'aujourd'hui, au début, Donald Trump nous disait les nouveaux dirigeants, on peut discuter avec, on peut trouver... Bon, on voit bien que le discours, là aussi, il a évolué. Est-ce qu'il pourrait y avoir dans cette offensive globale, opération terrestre, la montagne de la Pioche, aussi une volonté de redécapiter le nouveau régime ? Alors, il peut y avoir cette volonté. En ont-ils les capacités ? Il faudra voir ce qu'il en est. Ce qu'on a vu aussi au tout début du conflit, c'est que Donald Trump avait souligné qu'ils avaient repéré des dirigeants avec qui ils souhaitaient négocier, avec qui ils avaient envisagé de travailler, et que finalement, ils avaient été tués lors de différentes opérations. Donc, la difficulté est aussi de trouver le bon interlocuteur in fine. Alors effectivement, on y est à votre teasing. Il y aurait quand même une difficulté à cette opération terrestre, c'est la résistance iranienne, parce que l'Iran nous démontre chaque jour qu'elle a encore des capacités de résistance, et en tout cas, elle affiche chaque heure un peu plus sa détermination. Claire, vous nous le disiez tout à l'heure, ça vient d'être confirmé dans la bouche du vice-premier ministre iranien. La trêve, c'est terminé, et l'Iran ira jusqu'au bout, quoi qu'il se passe. Ce sont les États-Unis qui ont cessé leurs propres engagements en menant ces agressions. Nous sommes en train de défendre notre pays de la manière la plus large possible. Et je pense que les Américains prennent la mesure de la leçon que nous sommes en train de leur donner. S'ils étaient intelligents, ils prendraient d'autres voies. Mais pour nous, la seule solution, c'est de défendre notre pays. De fait, les États-Unis ont violé leurs propres engagements de l'accord d'Islamabad et donc, nous aussi, nous avons cessé d'appliquer nos engagements. C'est bien le vice-ministre iranien des Affaires étrangères qui vient de s'exprimer. C'est intéressant de l'écouter parce que cette déclaration, il reprend les mots de Donald Trump. Ils sont fous, ils respectent pas l'accord, ils sont fous. Donc, on va répliquer, c'est exactement ce que dit Donald Trump dans notre sens. Une fois, Trump a raison, parce que Gary Babadi se moque du monde, puisque ce sont les Iraniens qui ont attaqué les premiers, en fait, il y a 8 ou 9 jours, donc les premiers navires à la sortie du détroit d'Ormuz, et finalement les Américains n'ont fait que répliquer et protéger leurs alliés dans le Golfe. Maintenant, ça sent pas non plus le discours très triomphateur de la part des autorités iraniennes. Tout à l'heure, on entendait parler d'anéantissement, mais anéantissement avec quoi ? Effectivement, ils ont encore de la capacité missilière. On le voit, il y a des deep strikes, notamment en Jordanie, jusqu'en Jordanie. C'est les images qu'on est en train de voir, c'est pour alimenter ce que vous nous dites. Ce sont les frappes de la nuit, on en parlait à l'instant, on commence à l'évoquer. Sur le Koweït, il y en a eu en Jordanie avec des soldats américains blessés, on va y revenir aussi. Il y en a eu dans plusieurs pays du Golfe. Cette nuit, l'Iran a répliqué. Le gros avantage iranien sont leurs drones Shahed. Qui peuvent produire en grande quantité, qui coûtent très peu cher, qui ont quand même un très long rayon d'action, jusqu'à 1500 km, donc pour pouvoir frapper également Israël au cas où.
Donc le problème, c'est que les Américains, notamment, je vois j'analyse ainsi les frappes au Khouzistan, la centaine de frappes au Khouzistan. Certainement, ils ont frappé des sites de lancement au Khouzistan. Mais le problème, ce sont les drones Shahed qui peuvent être lancés à partir d'un pick-up, du toit d'une voiture, sur des plateformes de lancement très mobiles. Et c'est extrêmement difficile pour les Américains d'arriver à identifier tous les sites de lancement ou les zones de lancement des drones Shahed. Mais est-ce que vous êtes encore surpris de cette capacité, de cette puissance militaire iranienne? Je crois d'une certaine façon, parce que et là, en fait, la question se soulève. Quels sont exactement les choix des cibles des Américains? Et Vincent a parlé un petit peu de la IA, et ce sont des méthodes qui étaient utilisées par Israël depuis en fait le 8 octobre, quelques semaines après, quand la campagne à Gaza a commencé, avec beaucoup de critiques sur ces méthodes. Mais on se pose quand même la question. D'une certaine façon, on a d'un côté tous ces cibles qui sont très difficiles à atteindre, soit les drones mobiles, soit les bateaux moustiques, difficiles à cibler parce que ça sort d'un tout petit port, ou ça c'est lancé depuis un camion qui bouge, et de l'autre côté des cibles qui sont plus faciles à tirer dessus. Oui. On a vu il y a une journée et demie un tour qui était visé, qui était détruit. Et donc là, c'est très compliqué. Est-ce que les Américains, est-ce qu'ils ont une stratégie là? Est-ce qu'ils cherchent vraiment à anéantir toute cette armada mobile des Iraniens, cette armada qui est tellement efficace? Est-ce qu'ils se contentent avec des cibles beaucoup plus faciles, justement, pour faire toutes ces vidéos et ces photos qu'on voit avec les grands effets, les grands bombardements, les grands feux la nuit? Pour l'instant, les Iraniens, ils ont toujours cette capacité de nuire. Qui nous surprend, peut-être. Alors vous, peut-être un peu moins. Je vous voyais dodeliner de la tête, général. Vous avez un langage corporel très clair. S'il y a intervention terrestre, ils ont les moyens de répliquer? Alors, de toute façon, il faut quand même partir du postulat que personne ne détruira définitivement, en les mettant à zéro, les capacités militaires iraniennes. C'est un fantasme qui n'existe pas. De même qu'il y a un deuxième fantasme qui n'a pas de sens, c'est celui de la sanctuarisation des pays parce qu'on aurait mis en place des moyens de défense solaire contre les drones, etc. La guerre, c'est des frappes de part et d'autre et des cibles qui sont frappées de part et d'autre. Voilà, et c'est sans doute un cruel rappel pour certains, malgré les capacités mises en place. Lorsque on sature un espace et qu'on envoie des dizaines et dizaines de drones, certains passent au travers. Mais là, on est un peu surpris parce que on met en parallèle les potentiels américains et le potentiel iranien. Mais les Iraniens, il leur suffit de pas beaucoup de drones pour créer l'événement et l'actualité devant les journaux. Mais là, il y a peut-être un drone qui est passé ou deux drones qui sont passés. Il y en a peut-être 300 qui ont été arrêtés. De l'autre côté, les frappes américaines frappent tous leurs objectifs. Il n'y a pas grand-chose qui est arrêté par les Iraniens. Mais l'important, c'est de savoir à quel moment les Iraniens, dans leur capacité et surtout dans leur volonté politique, c'est moins le nombre de missiles et de drones que leur volonté politique d'arrêter les frais qui fera. Mais on n'empêchera jamais en totalité les Iraniens de frapper des objectifs. Il y en aura toujours 1 ou 2 ou 10 qui passeront. Et la volonté politique des Iraniens d'arrêter n'est pas du tout là. On vient de l'entendre dans la bouche du ministre des Affaires étrangères. Et on va retrouver Saviosh Gaji, correspondant de RFI France 24 en Iran. L'Iran répète et répète encore, heure après heure, que la guerre totale, pour eux, ça n'est pas un problème. L'Iran a renforcé et intensifié ses frappes contre les infrastructures à la fois militaires mais aussi civiles dans les pays de la région, des pays où il y a des bases américaines, à commencer par la Jordanie, au Kurdistan irakien et surtout au Koweït et à Bahreïn, qui sont la cible d'attaques iraniennes depuis le début de la guerre. À Bahreïn en particulier, le siège de la 5e flotte américaine, qui est également le siège du CENTCOM, a été durement frappé. Au Koweït,
ça a été également le cas. Il y a eu des frappes très importantes au Koweït, notamment contre une usine de dessalement. L'objectif déclaré de l'Iran, c'est de faire en sorte que les États-Unis quittent la région, emmènent le maximum de soldats en dehors de la région. On sait que au moins 15 à 16 bases américaines ont été très dures. Ghazi, Claire, on va rentrer dans un instant avec vous tous sur les cibles iraniennes, parce que c'est intéressant de les décortiquer, parce que là aussi, ça nous dit... La guerre lancée à la base par les États-Unis et Israël, en retour, l'Iran, c'est de déstabiliser ces États du Golfe, d'essayer de garder essayer de négocier le passage dans le détroit d'Ormuz avec cette proximité et cette protection de la part des Allemands, ces usines de dessalement au Koweït qui ont été frappées à 2 reprises. Il y a deux usines de dessalement qui ont été frappées ces dernières 24 heures. Les différents États du Golfe, alors il n'y a pas que ça d'ailleurs, mais en infrastructure civile, mais les États du Golfe ont d'ailleurs... pourrait mener l'Iran en cas de montée en puissance des Américains, c'est la guerre de l'eau potable, avec l'attaque de ces usines de dessalement. On va aller à Doha, au Qatar, retrouver Elisa Cléage, parce qu'effectivement, Claire le disait, Elisa, ces usines de dessalement, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement... 24 heures, 2 usines de dessalement ont été frappées au Koweït par des attaques iraniennes. Alors bien sûr, le Koweït s'en inquiète. Ils ont certes des réserves pour pouvoir tenir quelques mois, mais ils ont besoin... La dépendance de ces pays à ces usines de dessalement est très importante. Maintenant, c'est 400 installations sur l'ensemble du Golfe Persique. 50 usines principales, donc, et surtout, le risque supplémentaire, c'est d'engager définitivement ces pays dans la guerre contre les Iraniens, parce que là, il va aller de la survie de leur territoire, vivre dans le Golfe Persique sans eau potable. Donc, ça risque officiellement en guerre. Et puis, il y a une chose importante qu'a rappelé Claire, tout de même, c'est priver d'eau potable des civils, c'est un crime de guerre. Emma. Oui, quelques points là. D'abord, on peut s'étonner parce que, évidemment, ces usines de dessalement, ce sont les endroits ou les sites les plus sensibles, les plus importants pour ce pays. Or, on a l'impression, on aurait pu s'imaginer dans un autre pays que ce genre de sites si importants, ça sera l'endroit le plus protégé avec le plus de défense aérienne tout autour. C'est pas le cas. Donc, il y a une fragilité assez importante de ces pays. Ça, c'est une chose. Après, et ça date depuis plusieurs mois déjà, il y a ces pays-là, ils ont plus confiance dans la défense américaine. Malgré la guerre de 2025 et malgré la guerre maintenant depuis le 28 février, les Iraniens, ils ont encore la capacité de tirer vers eux. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, c'est que aussi, il n'y a pas de confiance parmi ces États de Golfe. Il n'y a pas une solidarité. Il n'y a pas vous êtes attaqué, nous on va attaquer pour vous protéger. Il n'y a pas, par exemple, des propositions. Vous avez un problème avec vos usines de dessalement d'eau. On va vous envoyer des ingénieurs. On va vous transporter peut-être de l'eau. On ne voit pas du tout cela. Donc, les trois composants, la fragilité qui date depuis des années, qui n'était jamais a priori traitée, et la manque de confiance aux Américains et la manque de solidarité régionale, pour les Iraniens, c'est un pas béni. Bien sûr, ils vont attaquer comme ça. Alors, ils attaquent, quitte à commettre des crimes de guerre, vous le rappeliez. Ils se défendent, les Iraniens, de cela, en disant « mais c'est pas nous qui avons commencé ». Ils montrent, ce sont les images de propagande iranienne, leurs propres usines de dessalement qui ont été visées, disent-ils, par les Américains. On va voir les images à l'instant. Voilà, ce sont les images que produisent les Iraniens sur ce site où ils disent « nous aussi, notre usine de dessalement, elle a été frappée ». Général, vous avez été le premier à évoquer ce sujet autour de ce grand dossier sur le dessalement. Est-ce que pour vous, ça freine les Américains ou au contraire, est-ce que ça accélère l'engrenage ? En fait, je crois que ce type de frappe, je parle de celle sur le Koweït, renforce la position des Américains. Pourquoi ? Parce que... Donc, pardon, je encourage à taper toujours plus fort et donc potentiellement à aller plus loin. Absolument, à aller plus loin. Et ça encourage aussi les États du Golfe, pour l'instant, qui n'étaient frappés qu'au travers des bases américaines qui étaient sur leur territoire, sans doute à se positionner. Pourquoi ces usines n'avaient pas été protégées, ne faisaient pas l'objet d'un dispositif de défense solaire particulier ? Parce que
Comme chacun sait, l'eau douce, c'est vital, et personne ne pensait que un des acteurs irait aussi loin dans les frappes. Là, je vois les messages, les images qui nous sont proposées par les Iraniens. Bon, je ne sais pas ce que c'est que cette usine de dessalement, mais elle ne devait pas être très très grande. En revanche, au Koweït, là, on touche à quelque chose de vital. Et donc, les États du Golfe, à un moment, se sentent attaqués sur quelque chose qui est fondamental pour leur population. Et donc, c'est du pain béni pour les Américains, puisque ils démontrent bien que les Iraniens, on ne peut pas négocier avec eux. Et d'ailleurs, voilà, pour ajouter, je suis pas sûr que ce soit ces frappes sur ces infrastructures le meilleur message de puissance et de sérénité de la part des Iraniens. Parce que pour l'instant, ils se l'étaient toujours interdit, assez intelligemment d'ailleurs, on ne frappait que les bases américaines. Là, ils commencent à frapper d'autres infrastructures, ce qui prouve peut-être qu'ils sont en train eux-mêmes de passer une étape. Et ce qui favorise peut-être l'action des Américains et renforce leur volonté d'aller plus loin. J'entends pour vous cette volonté, cette possibilité que ça renforce la détermination des Américains. Elisa Cléache, on vous retrouve toujours à Doha pour LCI. 7e nuit de frappe, de plus en plus de pays, Claire nous le rappelait, qui sont frappés. Maintenant, l'usine de dessalement. Est-ce que la position des pays du Golfe est en train d'évoluer avec ces frappes successives ? C'est possible, en tout cas c'est une hypothèse d'autant plus plausible que ne sont plus uniquement frappés désormais des sites militaires, mais effectivement également des infrastructures civiles et des infrastructures vitales pour ces pays du Golfe. On parlait à l'instant de cette usine de dessalement au Koweït. Eh bien, le Koweït a été sévèrement frappé aujourd'hui, non seulement sur cette usine, mais également par exemple sur un de ses principaux ports, le port d'Al-Awadi, qui est l'un des principaux terminaux pétroliers maritimes du pays. Donc évidemment, ces frappes donnent un message à ces pays du Golfe. C'est également le cas pour le Bahreïn. Les sirènes, dites-vous, ont retenti 6 fois aujourd'hui. La dernière fois, c'était il y a seulement quelques instants et ont été frappés à la fois des sites militaires, des dépôts de drones américains, mais aussi, par exemple, des centres d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas de côté que fait l'Iran sur ces différentes frappes aux pays du Golfe peuvent pousser ces différents pays peut-être à riposter ouvertement, d'autant plus qu'on a également quelques signaux, quelques indices qui nous disent que ces pays pourraient être en train de frapper secrètement l'Iran. Cette semaine, notamment, on avait des médias israéliens qui indiquaient que le Koweït et Bahreïn, justement, avaient mené des opérations de frappe secrète conjointes contre l'Iran et que des lanceurs de missiles avaient été observés par des témoins sur le territoire koweïtien. Merci beaucoup, Elisa Cléache, pour toutes ces explications depuis Doha. Extrêmement important. J'ai peut-être encore une image à vous soumettre avant de vous entendre. Regardez ces images satellites. Cette fois, on va du côté de l'aéroport d'Erbil, au Kurdistan irakien. Avec ces images satellites de drones iraniens, on est toujours dans les images de propagande, qui sont allés cibler un patriote américain. Ça veut dire que même les patriotes américains peuvent être ciblés par les drones iraniens, que les Iraniens, Elisa vient de très bien nous le résumer, mettent la pression de plus en plus forte sur les pays du Golfe. Comment on s'en sort autrement qu'en tapant très fort du poing sur la tête et donc à un moment en intervenant sur le sol iranien? Alors ça, ce sont des cibles utiles en fait, parce qu'on touche un petit peu l'épicentre des forces spéciales américaines dans la région, à Erbil. Et quelle humiliation! Et notamment les forces de soutien au mouvement kurde, qui sont prépositionnés et éventuellement prêts à intervenir et à agir côté iranien. Donc oui, frapper à Erbil, soit Erbil Airbase ou bien la base d'Arir qui est à 70 km au nord d'Erbil, c'est très spectaculaire. Très très spectaculaire, et là on touche vraiment des centres vitaux pour l'armée américaine et pour les forces spéciales. Alors je vous la repose. Combien de temps Trump supporte cette humiliation? C'est ce que disait le général Abré. De toute manière, il est impossible de défendre une telle superficie. 5 États du Golfe, plus 2, Israël, la Jordanie, c'est absolument impossible d'avoir des capacités anti-aériennes pour les défendre. Je pense que les Américains aussi parient sur l'épuisement et sur l'attrition du capacitaire iranien et évaluent jour après jour la capacité de riposte iranienne. Ça, c'est tout à fait possible. Mais qui nous surprend, le général nous disait finalement qu'elle est encore très bonne, cette capacité de résistance. Bah oui, mais vraisemblablement, ça menuise aussi le stock missilier. Le seul problème, je le répète, ce sont les drones Shahed. Claire, alors on n'a pas de boule de cristal pour savoir ce qui va se passer, mais dans les hypothèses aujourd'hui, soit on reste dans cette situation en attendant que l'Iran n'ait plus de missiles,
Mais en tout cas, on voit ce que cherchent à faire les Américains. 7e nuit de frappe consécutive, avec un petit peu toujours et encore les mêmes cibles chaque nuit sur les côtes, avec toutes ces capacités de sites de lancement de missiles et de sites de lancement de drones. Donc on voit quand même que c'est, semble-t-il, la stratégie adoptée par les Américains. Et effectivement, ça, comme on le disait tout à l'heure, ça peut prendre du temps. Là, vous montriez à Erbil ce qu'il se passe donc du coup côté Kurdistan irakien. Cette nuit, il y a eu de nouveau des frappes en Jordanie. Alors, il y a quelques jours après, des soldats américains ont été blessés. Et cette nuit, c'est la base d'Al-Azraq qui a été frappée. Il y a le système FIRMS de la NASA qui, ce matin encore, montrait qu'il y avait des incendies sur cette base. Mais on sait à quel point Israël a pu militer pour poursuivre l'opération militaire initiale, pour ne pas arrêter, pour aller plus loin. Combien de temps tout cela peut-il durer ? À un moment, Donald Trump va vouloir y mettre un terme. Et c'est là où on s'y dit, à part cette intervention terrestre, qu'est-ce qui lui reste d'autre ? Bon, si on regarde côté israélien, d'abord, je crois qu'il y a sont d'accord parmi les Israéliens de façon large que cette guerre-là, ça ne sera pas la dernière avec l'Iran, qu'il y aura d'autres guerres, parce que comme vous l'avez bien dit, à un certain moment, ça va s'arrêter. Ça ne peut pas continuer éternellement comme ça, ni pour les Américains et peut-être pour les Iraniens non plus. Là, on ne sait pas. Mais pour les Américains, à un certain moment, il y a les mi-termes, il y a la question aussi financière. À tel moment, les congrès va encore accorder de financement à cette guerre qui coûte des sommes absolument faramineuses. Et donc, à un moment, ça va se calmer. On va aller probablement, on va retourner probablement vers des négociations. Et c'est ça qui inquiète en fait les Israéliens. Et les Iraniens, ils ont joué jusqu'à maintenant très fort à choisir à ne pas taper Israël, parce qu'ils donnent pas une excuse justement au gouvernement israélien à dire: c'est vrai, vous les Américains, vous voulez pas qu'on se mêle, vous voulez garder ça comme une opération américano-américaine, mais quand les Iraniens nous tapent, nous, c'est notre droit de nous défendre. Et donc là, les Iraniens, pour l'instant, ils ont préservé justement cette possibilité. Et ça devient plus compliqué pour Israël de se mêler. Et les Israéliens, bien sûr, ils auront un autre calendrier, parce que certes, il y a les calendriers électoraux, mais il n'y a pas les calendriers de mi-terme. Pour eux, ça ne veut rien dire. Il y avait une double stratégie américaine, à la fois l'épuisement des missiles, les frappes successives, et puis il y avait la stratégie de l'étouffement économique de l'Iran, avec ce détroit d'Ormuz totalement bloqué. Cette nuit, le détroit d'Ormuz, une nouvelle fois, ce sont les Iraniens qui sont intervenus, avec des drones, 2 pétroliers qui ont été visés. Là encore, les Iraniens, ils n'ont pas perdu la face dans le détroit d'Ormuz. Et on ne peut pas dire que les Américains aient gagné leur bataille dans le détroit d'Ormuz. Ça a été démenti quand même par le centre de commandement américain. Ils ont démenti les mines. Les drones sur les pétroliers aussi ? Que les survols, non, ils n'ont pas démenti des survols, mais ils ont démenti que les gardiens de la Révolution avaient mené des explosions sur 2 navires, comme ils l'avaient indiqué. En revanche, ils ont souligné qu'ils avaient pu stopper 4 navires qui partaient des ports iraniens. Sur la question plus globale du détroit d'Ormuz, là aussi, personne n'a gagné pour l'instant. Aujourd'hui, de toute façon, on voit que la guerre s'est déplacée dans le détroit d'Ormuz et qu'on est plus sur une bataille du détroit d'Ormuz que sur une guerre irano-américaine dans sa globalité. Oui, alors la grande différence, c'est que les Iraniens ont absolument besoin de la libre circulation dans le détroit d'Ormuz pour exister économiquement, pour s'oxygéner économiquement, ce qui n'est pas le cas des Américains. Les Américains, ce qui va les gêner, effectivement, c'est le prix du carburant à la pompe, et puis le prix du baril en général dans le monde. Mais sinon, pour l'instant, sont les Iraniens qui sont le plus vulnérables quant au blocage du détroit d'Ormuz. Alors là, ce sont des moyens de guérilla, tout simplement. Avec des moyens de guérilla, finalement, avec des moyens limités, on essaye de faire le plus de mal possible. Et c'est une stratégie de guérilla étatique que mènent les Iraniens. Ils peuvent frapper à partir de boutres, de dos, vous savez, ces petites embarcations qui sillonnent le détroit d'Ormuz, et sur lesquelles ils peuvent effectivement embarquer des drones de surface ou bien même de petits drones navals. Allez, avant de voir si les Américains pourraient compter sur la population iranienne, il y a encore un atout
dans la Manche des Iraniens qu'il faut qu'on décrypte avec vous. Claire, venez avec moi. Cet atout, eh bien, c'est celui des Houthis. Les Houthis, les alliés historiques des Américains au Yémen et qui pourraient, eux, aller bloquer un autre détroit absolument des Iraniens, pardon, vous avez raison, des Iraniens qui pourraient bloquer un autre détroit économiquement stratégique. Oui, le Téhéran qui a demandé dernièrement aux Houthis, en tout cas, de se tenir prêts si les Américains attaquent des infrastructures civiles et notamment le réseau électrique iranien. Je vous propose d'écouter cet extrait. یعنی به نظر من آزادیخواهان دنیا امروز بعد از اینکه اینا وارد این مرحله شدن آتش به اختیار هر لحظه میتونن به منافع آمریکا در هر نقطه دنیا ضربه بزنن. اعلام کردن که دیگه ما از مرحله در واقع آتش بس خارج شدیم. به خودمون اجازه میدیم هر نقطه‌ای رو بزنیم. کافیه که تصمیم بگیرن باب المندب رو ببندن. و آمریکایی خواهند فهمید که هزینه فشار در تنگه هرمز چیست. Alors vous le disiez, les Houthis sont un des proxys iraniens qui se situent au Yémen et le détroit de Bab el-Mandeb dont il parle, eh bien c'est ce détroit qui jouxte le Yémen. C'est un détroit ici large de seulement 27 km et il fait partie intégrante de la route maritime qui relie l'Europe à l'Asie du Sud-Est par la mer Rouge. L'impact sur le commerce mondial serait énorme puisque 10 à 12% du trafic de marchandises mondial transite ici. Pour les containers, on est même à 30%. Quand on parle maintenant du pétrole, vous le savez, avec le début de la guerre, il y a beaucoup de pétrole des pays du Golfe qui est acheminé par des gazoducs, on va le voir bientôt en carte, jusqu'en mer Rouge, pour éviter de passer justement par le détroit d'Ormuz. Et là, on est donc aujourd'hui à 7% des approvisionnements énergétiques mondiaux qui passent par ce détroit et qui passent en mer Rouge. Le pays le plus impacté, vous l'avez bien compris, c'est l'Arabie saoudite, puisque les exportations d'énergie passent par son port de Yanbu, vous avez vu sur la mer Rouge, et toute attaque directe, ça constituerait un choc majeur pour l'économie. Et c'est donc là un autre atout des Iraniens dans cette guerre. Merci Claire pour toutes ces explications. On peut aller un peu plus loin, justement, sur les capacités. Est-ce qu'ils en ont les capacités aujourd'hui ? Il n'y a jamais eu de fermeture très claire de ces détroits par le passé, mais les Houthis ont déjà fortement, vous vous souvenez, perturbé le trafic en mer Rouge. Je voyais l'administration américaine maritime a répertorié plus de 100 attaques de l'automne 2023 à l'automne 2025. Au début de la guerre à Gaza, il y avait même les navires qui devaient être déroutés par le cap de Bonne-Espérance. Ça a allongé le temps de parcours, les coûts. Et ces derniers jours, les Houthis ont montré qu'ils pouvaient de nouveau agir. Ils se sont montrés actifs. Pas directement dans le détroit, mais face à l'Arabie Saoudite, puisque le 13 juillet, le gouvernement yéménite, appuyé par son voisin saoudien, vous le voyez ici, a frappé l'aéroport international de Sanaa, contrôlé par les Houthis, et le même jour, eh bien, évidemment, les Houthis répliquaient en frappant l'aéroport saoudien, cette fois d'Abha. Merci beaucoup Claire, et c'est important d'avoir toutes les explications. On vient de faire le tour de tous ces atouts des Iraniens pour résister aux Américains. Avec toujours cette question, les Américains vont-ils laisser ce deuxième détroit bloqué ? Vont-ils laisser les Iraniens continuer leurs opérations ? Vont-ils plutôt taper du poing sur la table et mener une opération terrestre qui serait peut-être la seule et unique manière, l'ultime recours pour pouvoir mettre un terme à cette guerre ? Pour cela, eh bien, ils pourraient chercher des alliés. Et parmi ces alliés, il pourrait y avoir des alliés au sein même de la population iranienne. Marion Russell, vous nous avez rejoint parce que les autorités iraniennes ont commandé une forme de sondage pour sonder leur population et savoir si elle était prête à les suivre. Et là, on est assez déconcerté. Ça a été le choc au sein du régime iranien quand ils ont découvert les résultats. Oui, alors ce sont des informations qui sont révélées par un site qui réunit des journalistes iraniens issus de la diaspora et qui révèle donc ce document qui serait sur le bureau du président iranien, un rapport confidentiel qui donc sonde l'opinion publique iranienne. Et ce qui a été rapporté, eh bien, dans cette étude, c'est ce que veulent les Iraniens. C'est en tout cas comme ça qu'est intitulé ce rapport, au sortir de 40 jours de guerre, parce que les données, elles ont été rassemblées au mois de mai lors d'un sondage. Il montre plusieurs choses, ce sondage. Déjà, le peuple iranien se dirait profondément insatisfait par le mode de vie, la censure Internet, l'inefficacité du gouvernement et sa corruption.
Plus inquiétant encore avec ce chiffre qui s'affiche sur votre écran, plus de 63% des personnes interrogées affirment ressentir de hauts niveaux de rage et d'énervement vis-à-vis de leur vie quotidienne. C'est une hausse de 12 points sur un an parce que ce sondage, il avait déjà été mené. Donc le tableau qui est dressé par ce rapport, c'est d'une société iranienne qui se dit désespérée par la situation et qui fait face à des problèmes très concrets. Un autre chiffre alarmant, c'est celui de 81% de la population iranienne qui affirme avoir déjà fait face à des difficultés pour assurer son accès à des produits alimentaires de base. Cet aspect économique, il risque en plus de s'aggraver avec notamment les dernières frappes américaines sur des infrastructures à proximité immédiate de l'un des plus grands ports de commerce iranien. Alors quant à la question du meilleur chemin à suivre pour sortir de la situation, cette question elle a été posée à la population iranienne. Eh bien la majorité, 44%, se disait en faveur du maintien du cessez-le-feu. Au mois de mai, il était encore en vigueur et la poursuite des négociations. Seuls un peu plus de 16% plaidaient pour des frappes préventives sur les États-Unis et Israël. Presque 20%, donc plus, espéraient l'acceptation pure et simple des conditions américaines. Alors depuis, le cessez-le-feu a été rompu. La nuit dernière, c'était la 7e nuit consécutive de bombardements, ce qui laisse planer encore plus de doutes sur l'avenir de la population iranienne. Merci beaucoup Marion Roussel. Alors évidemment, un sondage dans un régime autoritaire, c'est toujours étonnant, mais c'est sur la table des autorités iraniennes. Est-ce qu'il est envisageable, on sait que les États-Unis avaient pensé qu'à un moment la rue iranienne allait se soulever et renverser elle-même le régime. Ça n'a pas eu lieu malgré la répression sanglante menée par les Iraniens. Mais est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que les États-Unis pourraient s'appuyer sur cette colère, cette rage chiffrée du peuple iranien ? Bon, d'abord, vous l'avez dit, Philippe, tout à l'heure, on est vraiment déconcerté par la publication de ce sondage parce que les Iraniens ne sont pas coutumiers du fait d'une telle transparence et de montrer justement le désespoir de leur peuple, désespoir du peuple qui a d'ailleurs coûté près de 40 000 vies quand même en janvier, faut-il le rappeler. Alors justement, ces 40 000 personnes qui ont été assassinées en janvier étaient certainement les personnes les plus résolues au sein de la population pour un renversement de régime. Donc maintenant, c'est extrêmement compliqué, je pense, de trouver des personnes volontaires pour se soulever et créer donc un mouvement populaire dans la rue. Maintenant, il faut se tourner peut-être vers Rina Bassis parce que les services de renseignement israéliens certainement travaillent activement peut-être à ce type de scénario, c'est-à-dire soutenir éventuellement un soulèvement populaire avec un soutien opérationnel de forces spéciales israéliennes, ce qui a manqué d'ailleurs très cruellement en janvier justement pour permettre ce basculement en Iran. Est-ce qu'à minima, on pourrait dire que la population iranienne laisserait faire une intervention américaine ? Bon, ça c'est une question, je ne sais pas comment répondre à ça, mais si je reviens à ce que Vincent vient de le dire, le chef de Mossad, David Barnea, quand il a quitté ses fonctions il y a 2-3 mois, dans son discours d'adieu, il a dit qu'il ne faut pas écarter, on n'a pas laissé tomber cette idée d'essayer quand même d'avancer ou d'aider ou de faciliter les tombées le changement de régime en Iran, même si maintenant on parle plus, les Américains en parlent plus. En Israël, il y a quand même des personnes dans la machine sécuritaire et la machine de renseignement qui croient que c'est encore possible. Donc on peut s'imaginer qu'ils ont quand même des informations qui vont dans ce sens. Étaient remontées depuis justement des gens qui sont sur le terrain, disons qu'effectivement il y a cette colère, il y a cette rage qu'on a connue, c'est pas nouveau parce que les Iraniens ils ont subi les sanctions américaines pendant des décennies, donc c'est une population qui souffre depuis très longtemps et quand on parle de 81% qui manquent de produits alimentaires, les chiffres on peut augmenter, mais les chiffres importants, on les a vus pendant toutes ces années où il y avait le manque de produits. Donc il y a sûrement une colère. Est-ce que ça suffira justement? Et là, je reviens à ce que Vincent aussi a dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore des leaders qui peuvent se montrer comme un leader d'une opposition qui, pour l'instant, on a l'impression n'existe pas vraiment, pas de façon organisée en tout cas. On comprend que ce sera pas forcément facile, même si la population iranienne est en colère, qu'elle vienne en relais de l'armée américaine en cas d'opération terrestre. Les Américains pourraient donc faire peut-être aussi, parce qu'on évoquait avec Claire, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire les Iraniens ont les Houthis, les Américains pourraient peut-être aller voir les Kurdes, alliés dans la région, qui pourraient peut-être, là aussi, les épauler. Dilan Adama, vous êtes sur place, est-ce qu'on pourrait imaginer un engagement des Kurdes aux côtés des Américains ?
Oui, c'est tout à fait envisageable. Le président Trump a de nouveau mentionné ces groupes d'opposition kurdes iraniens comme de potentiels alliés sur le terrain en cas d'offensive terrestre. Alors l'option kurde iranienne n'a en réalité jamais été complètement abandonnée. On sait qu'ils sont en contact avec les Américains depuis très longtemps. Ils avaient même officiellement rencontré l'administration américaine à Washington il y a une dizaine d'années déjà. Donc il s'agit de groupes de gauche radicale, marxistes, qui sont retranchés ici en Irak depuis des années et ont d'ailleurs été touchés par une frappe iranienne hier matin qui a tué une dizaine de leurs combattants. La question est aujourd'hui de savoir si ces guérillas kurdes ont une capacité militaire suffisante pour tenir une offensive terrestre face à la machine de guerre iranienne. Merci beaucoup Dylan Adama pour ces explications générales. On va clôturer avec vous cette idée de savoir est-ce que les Américains sont maintenant au pied du mur avec cette obligation de lancer une opération sur le sol iranien. Et la question qu'on pose à travers la population iranienne, à travers les Kurdes, c'est de savoir s'ils peuvent le faire seuls, s'ils doivent le faire seuls. S'ils le font, ce sera forcément seul. Alors, moi je pense qu'actuellement, mais peut-être que l'actualité démentira dès demain, je pense que l'option est travaillée très sérieusement à Washington, mais n'est pas encore d'actualité. Pour l'instant, les frappes produisent leur effet. Alors, bien évidemment, nous attendons tout de suite qu'il y ait des conséquences à ces frappes. Je pense qu'elles peuvent un petit peu durer. N'oublions pas que M. Trump a été très critiqué avec l'arrêt des frappes et cette période où les Iraniens ont pu reconstituer leur potentiel. Donc, peut-être qu'il va s'inscrire un peu plus dans la durée. L'arrivée des avions ravitailleurs en masse sur l'aéroport Ben Gurion le plaide. Ensuite, pour ce qui est d'une option s'appuyant sur les Kurdes, j'y crois peu parce que c'est une population qui ne représente qu'elle-même, elle ne représente pas la population iranienne. En revanche, je voudrais rappeler qu'en 1979, la révolution iranienne contre le Shah a commencé avec les appelés de l'armée iranienne qui ont refusé de s'opposer aux manifestations et ont appuyé les défenseurs de l'imam Khomeini. Aujourd'hui, on a quand même une société très fracturée, mais aussi un système militaire très fracturé, avec les gardiens de la révolution qui sont très bien payés, qui ont tous les moyens, l'armée iranienne qui est très mal payée et qui n'a pas beaucoup d'accès, et tout le monde sait très bien que pour qu'un peuple se soulève, il faut qu'il ait des armes. Est-ce que les services américains, israéliens travaillent en contact avec l'armée iranienne? Actuellement, je ne le sais pas, mais le fait même que ce sondage ressorte, honnêtement, dans un système dictatorial comme celui-là, prouve bien qu'on a voulu nous faire passer l'information, on a voulu faire passer l'information à la population iranienne, et il y a bien des fractures au sein de l'appareil de direction iranien. Est-ce que tout cela poussera les Américains à conduire une intervention sur le sol iranien? C'est la grande question. On vous a apporté les réponses grâce à votre expertise à chacun et à chacune. Merci beaucoup d'être venu dans le grand dossier à 17h59. On fait un tour de l'actualité. On continue évidemment à parler de l'Iran parce que vous l'avez compris, c'est un moment charnière que l'on est en train de vivre. Les Iraniens qui ont connu une 7e nuit de bombardements, de frappes américaines, Marie. Tout à fait, avec des avions de chasse américains qui ont été en action une bonne partie de la nuit pour aller cibler des infrastructures iraniennes, parmi elles des cibles stratégiques comme des installations de télécommunications ou encore des ponts, des chemins de fer. Les autorités iraniennes font état d'au moins 7 morts dans ces attaques. En réponse, l'Iran a frappé des sites en Jordanie, à Bahreïn ou encore au Koweït où un important incendie s'est déclenché en pleine nuit. Les pays du Golfe dénoncent aujourd'hui des crimes de guerre après ces frappes. L'Iran promet une phase offensive totale face aux États-Unis et affirme par la voix de son vice-ministre des Affaires étrangères officiellement ne plus être tenu de maintenir la trêve. Écoutez-le. S'ils étaient intelligents, ils prendraient d'autres voies. Mais pour nous, la seule solution, c'est de défendre notre pays. De fait, les États-Unis ont violé leurs propres engagements de l'accord d'Islamabad. Et donc, nous aussi, nous avons cessé d'appliquer nos engagements. Un mot de l'actualité internationale et du front entre la Russie et l'Ukraine, Marion, avec l'Ukraine qui a frappé très en profondeur la Russie en visant un entrepôt près de Moscou. Oui, une colonne de fumée noire de plusieurs centaines de mètres s'est épanchée dans le ciel moscovite au-dessus d'un bâtiment en flammes. Les images ont été partagées par le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur ses réseaux sociaux. Ce gigantesque incendie, dont la fumée obscurcit en partie le ciel de Moscou, serait la conséquence d'une attaque massive de drones ukrainiens sur des entrepôts de Wildberries. C'est le géant
géant du e-commerce russe. Cette attaque aurait fait 8 morts selon les autorités locales. Au total, plus de 370 drones ont visé la région de Moscou selon le maire qui assure que la majorité ont été abattus. Et puis en France, cette situation à peine croyable avec le poids des narcotrafiquants toujours de plus en plus important. Dans la ville d'Alès, le maire LR, Christophe Rivinc, menacé directement à son domicile par des narcotrafiquants. Oui, par des individus se réclamant de la DZ Mafia, un groupe de narcotrafiquants marseillais qui signent des inscriptions injurieuses et menacent de mort taguées sur le mur du domicile du maire. L'édile a aussi reçu 2 balles de calibre de 9 mm dans sa boîte aux lettres. Il était l'invité de LCI. Écoutez-le. Pour ma part, je n'ai pas peur. Pour ma part, j'ai continué à œuvrer, à être présent, à être seul en ville, à honorer mes rendez-vous, à aller à la rencontre des Alésiennes et des Alésiens qui avaient aussi pour certains besoin de me voir, de me rencontrer, de m'apporter leur soutien. Et donc surtout pour dire que malgré ces menaces inacceptables, extrêmement graves, je ne céderai pas, je ne plierai pas et je resterai à la tâche pour continuer à lutter. Vous restez avec nous sur LCI dans un instant, 24 heures avec Quentin Bérichel. Bonne soirée sur LCI.